Fin de la diffusion. C'est à la deuxième conférence donnée par Gauvin Lecomte intitulée « Histoire d'une science impossible » de 1917 à nos jours. Je sais que j'oublie un truc, mais il va la reprendre. Fermez. Elle est où? Ah, pardon. Ici? Ok. Je te mets en plein écran. Ici, là? Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez bien sur Zoom? Ça va? Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Gauvin Lecomte Chevillard et je viens vous présenter un ouvrage qui devait être publié, mais qui, à cause de la crise sanitaire, sera publié plutôt l'année prochaine aux éditions de la Sorbonne, et qui s'appelle « Histoire d'une science impossible, cosmologie et épistémologie », donc épistémologie, philosophie des sciences, de 1917 à nos jours. Alors, cet ouvrage, en fait, il vient d'une interrogation en tant que... Je ne suis pas cosmologiste, mais je fais de la philosophie des sciences, et je m'étonnais de voir les incroyables progrès qu'a fait la cosmologie depuis 1917, c'est-à-dire depuis le moment où Albert Einstein a appliqué pour la première fois sa théorie de la gravitation, la relativité générale, à l'univers tout entier. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a appris énormément de choses depuis un siècle, depuis 1917. On a découvert que l'univers était en expansion, on a pu calculer son âge, sa forme, c'est-à-dire sa courbure, on a pu commencer à théoriser ses origines, et même son contenu, dont on s'est rendu compte qu'il était très surprenant, puisqu'il comprenait de la matière noire, de l'énergie sombre. Et toute ma question, c'était comment est-ce qu'on en est arrivé là, sachant que la cosmologie est une science très particulière, la cosmologie scientifique. Pourquoi? Eh bien parce que la cosmologie scientifique, c'est la science de l'univers, et l'univers est un objet très particulier. C'est le système physique qui englobe tous les autres systèmes physiques. Ça veut dire quoi? Cela signifie que c'est une science qui a pour objet un seul et unique système. Ce système n'est pas manipulable, il est bien trop grand, donc on ne peut pas faire des expériences dessus. Comme il existe en un seul exemplaire, on ne peut pas faire de statistiques dessus. Et en plus, c'est un système physique dont nous, observateurs, observatrices, nous faisons partie, et donc on ne peut jamais l'observer dans sa totalité de l'extérieur. Donc on ne peut pas appliquer les méthodes scientifiques traditionnelles à l'univers. Et c'est peut-être pour ça que, comme le disait Jacques Merleau-Ponty, un des rares philosophes des sciences de langue française à s'être intéressé à la cosmologie et la philosophie, et notamment la philosophie des sciences, n'ont cessé de prospérer chacune de son côté, et paradoxalement, ce sont plutôt les cosmologues eux-mêmes qui se sont risqués à la réflexion et à la spéculation philosophique. C'est-à-dire que, en cosmologie, on a un cas très particulier de science où les scientifiques, les cosmologistes, se sont intéressés à la philosophie des sciences pour discuter et pour faire progresser leur discipline. Et donc mon ouvrage, en fait, il essaye juste de retracer ces controverses, ces débats qui ont eu lieu en cosmologie, des débats qui étaient à la fois scientifiques mais aussi philosophiques, où se sont posées des questions des sciences. Et ensuite, il essaye de se demander comment ces controverses ont affecté le développement de la science de l'univers, c'est-à-dire comment est-ce que les questions philosophiques ont guidé le cours de l'histoire de la cosmologie. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est très rapidement une sorte de petite bande-annonce de ce que vous allez trouver dans chacun des chapitres, pour vous montrer un peu les controverses, les débats et les problèmes philosophiques qui ont affecté l'histoire de la cosmologie. Donc dans le premier chapitre, je m'intéresse à la renaissance de l'univers, c'est-à-dire au moment où l'univers redevient un objet de science, parce que quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Albert Einstein, applique donc la théorie de la relativité générale à l'univers, à ce système qui englobe tous les autres systèmes, et il obtient un univers qui est statique, qui n'évolue pas dans le temps, qui est éternel, et qui a une courbure positive, c'est-à-dire qu'il est sphérique. Et on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, 1917. Les communications sont très difficiles avec le reste de la communauté scientifique, mais en faisant passer des petites cartes postales à travers les lignes, il arrive à avoir un débat avec un astronome néerlandais qui s'appelle Willem de Sitter. Et Willem de Sitter lui dit « Bon, écoutez, mon cher Albert, c'est très bien votre modèle d'univers, mais il y a un autre univers possible à partir de la relativité générale, c'est
un univers statique et dans lequel il n'y a aucune matière. Et du coup, ces deux modèles d'univers possibles, ces deux manières de représenter le monde vont être en conflit, en débat. Et ce débat va être tranché de manière assez paradoxale et surprenante, parce que, à partir des années 20, le russe Alexandre Friedman, puis le belge Georges Lemaître, vont développer des modèles d'univers dynamiques, en expansion, qui ne sont pas statiques comme les modèles d'Einstein et de Sitter. Et notamment, Georges Lemaître, qui est un personnage absolument formidable, incroyable, c'était à la fois un scientifique et un abbé. Il a été consultant auprès du pape au Vatican, enfin c'est un personnage très intéressant. Georges Lemaître va montrer que dans un univers en expansion, eh bien, les galaxies doivent s'éloigner les unes des autres. On doit avoir l'impression d'un mouvement de fuite des galaxies. Et vous le savez peut-être, mais en 1929, Edwin Hubble, l'astronome états-unien, en utilisant, il n'a pas fait tout seul, il a fait ça en utilisant les résultats d'un autre astronome qui s'appelle Vesto Slipher et une méthode mise au point par Henrietta Leavitt, arrive à comparer la distance des galaxies et leur vitesse. Et qu'est-ce qu'il observe ? Eh bien, il observe que les galaxies s'éloignent de nous, et plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne de nous rapidement. On dit qu'il y a une relation linéaire entre la vélocité et la distance des galaxies. Ça pourrait donner l'impression que nous sommes au centre d'une explosion avec toutes les galaxies qui nous fuient, sauf si l'on suppose, comme le faisait Lemaître, qu'en réalité il y a une expansion de l'univers, que ce ne sont pas les galaxies qui nous fuient, mais c'est l'univers, les dimensions d'espace de l'univers qui s'agrandissent, et que donc on a l'impression d'être au centre d'une explosion de galaxies, mais si nous étions sur une autre galaxie, nous verrions la même chose. Donc on a l'impression que ce que disait Lemaître, que ce modèle de l'expansion de l'univers a été incroyablement confirmé par cette découverte de Hubble. Et pourtant, Hubble n'a jamais accepté, n'a jamais soutenu que la relation qu'il avait découverte, eh bien, prouvait l'expansion de l'univers. Alors comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que ce débat a pu se développer ? Comment est-ce que celui-même qui avait découvert ce qui semble être la preuve de l'expansion de l'univers a pu refuser cela ? Eh bien, c'est ce que je discute dans ce premier chapitre. Et cette question de l'expansion de l'univers va amener, dans la décennie qui suit, dans les années 30, un nouveau débat qui va être un des débats les plus importants en philosophie de la physique, en philosophie des sciences en général, de tout le XXe siècle. Un débat qui est un peu oublié, et donc j'étais content de pouvoir le remettre un petit peu au goût du jour. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 30, vous savez, les années 30 sont des années très troubles, eh bien, il y a une multiplication de représentations d'univers, de modèles d'univers. En philosophie des sciences, on a un terme un peu technique, on appelle ça une sous-détermination empirique. C'est ce qu'on appelle aussi le problème de l'équivalence empirique de théories concurrentes, mais peu importe. L'idée, c'est qu'à cette époque-là, vous avez des physiciens, des physiciennes très connus, très célèbres, qui semblent s'éloigner de la science orthodoxe. Par exemple, Edward Mine propose une nouvelle théorie de la relativité, qui explique le mouvement des galaxies sans expansion de l'espace. Arthur Eddington, astronome très connu pour avoir proposé et réalisé une expérience pour tester la relativité générale, lui propose de déduire a priori, c'est-à-dire avec la simple puissance de l'esprit, toutes les constantes de l'univers, y compris le nombre de particules dans l'univers observable. Et enfin, Paul Dirac, que vous connaissez aussi peut-être, puisqu'il est celui qui a prédit l'existence d'antimatière, lui réfléchit, fait des spéculations sur un univers dans lequel il y a une création de matière et dans lequel il y a certaines constantes, comme la constante G de gravitation, qui évoluent. Donc vous voyez, on a plein de modèles d'univers très bizarres, très étonnants, c'est plein de spéculations, c'est très riche, mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui en a marre, qui n'en peut plus, et cette personne, c'est Herbert Dingle. Herbert Dingle, c'est un Britannique, c'est un scientifique, mais aussi un philosophe et historien des sciences, et il écrit un article en 1937 à propos de Dirac, Eddington et Milne, dans lequel il pète un plomb, quoi. Et il leur tombe dessus. Il dit, mais tous ces gens-là qui s'intéressent à l'univers sont devenus fous. Ce phénomène peut être décrit comme une idolâtrie dont l'univers est le Dieu. Cette cosmolatrie, comme on pouvait s'y attendre, provient de la métaphysique via les mathématiques. En lieu et place d'une induction à partir des phénomènes observables, on nous offre une cosmomythologie invertébrée et pseudo-scientifique.
Il est en train d'écrire dans Nature, hein, il n'est pas en train d'écrire à sa tante. Hein, il est en train d'écrire dans un des principaux journaux scientifiques. Alors, vous imaginez bien qu'un article pareil, qui est drôle, hein, il est comme ça du début à la fin, c'est incroyable que ça ait pu être publié, n'est pas resté sans réponse. Il y a plein de gens qui ont écrit à Nature pour répondre à Dingle. Il y a des physiciens, bien évidemment, il y a des historiens, il y a des philosophes, il y a des biologistes, enfin des statisticiens, mais que des hommes, hein, parce qu'on est encore dans les années 30, et donc on est encore dans une société très, très, très patriarcale, hein, surtout en Grande-Bretagne. Et donc, vous savez, ce grand débat qui a lieu dans les pages de Nature, et ce grand débat qui a lieu dans les pages de Nature, j'ai essayé de vous le représenter avec un schéma. Je vais vous le montrer. Voilà, le schéma, pour essayer de simplifier, il donne ça. Donc, voilà, on a aussi un terme un peu technique en philosophie des sciences pour parler de ça. On dit que c'est un beau foutoir. Et dans le livre, j'essaye de décortiquer un peu ce débat et de vous montrer qu'il est intéressant, qu'en fait, il est très, très riche, même aujourd'hui, pour la philosophie des sciences modernes. Ce débat va mourir à cause d'un événement qui est la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale va en fait permettre à une nouvelle génération de scientifiques d'apparaître. Et cette nouvelle génération va s'intéresser à l'origine de l'univers et au Big Bang. En fait, en 1948, c'est une annus mirabilis, c'est une année formidable, parce que vous avez deux théories qui apparaissent. La première, c'est celle de la nucléosynthèse primordiale, qui est faite par trois personnes, pour simplifier, Gamow, Hermann et Alpher, que vous voyez à gauche, là. La théorie de la nucléosynthèse primordiale, qui va bientôt être appelée la théorie du Big Bang, dit, écoutez, si l'univers est en expansion et qu'on remonte le fil du temps, eh bien la densité de l'univers devrait augmenter. C'est-à-dire, plus on remonte dans le temps, plus la densité est importante, plus la température de l'univers est importante, et donc on devrait observer, comme à l'intérieur des étoiles, où la densité et la température sont très importantes, des réactions thermonucléaires, des réactions de fusion nucléaire. Et donc, on va essayer de calculer ces réactions et de voir si elles ne pourraient pas expliquer les abondances d'éléments qu'il y a dans l'univers. Hein. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi il y a tant d'hélium, tant d'oxygène, tant de carbone dans l'univers? Et de l'autre côté de l'Atlantique, à Cambridge, vous avez trois autres physiciens qui sont de gauche à droite, Gold, Bondi et Hoyle, qui eux vont dire ça marche pas cette histoire de nucléosynthèse primordiale. En fait, ce qu'il faut penser, c'est une théorie de l'état stationnaire, steady state theory, c'est-à-dire que même si l'univers est en expansion, il y a une création continue de matière, et cette création de matière fait que malgré l'augmentation de volume de l'univers, la densité reste la même. Ces deux théories sont très intéressantes, elles ont été critiquées chacune, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous présenter quelques-unes des critiques qui ont été faites à la théorie de l'état stationnaire, parce que ces critiques sont des critiques proprement philosophiques. On a critiqué sa scientificité, on a dit que ce n'est pas une théorie scientifique, c'est ce qu'on appelle le problème de la démarcation entre science et non-science. Et par exemple, quelqu'un comme Fritz Zwicky, qui est un astronome très important de l'époque, vous dit très clairement « l'état stationnaire n'est pas une théorie d'un point de vue scientifique ». Et Fritz Zwicky, c'était quelqu'un qui avait son caractère. Hein. Il disait de certains de ses collègues que c'était des bâtards sphériques, parce que quel que soit l'angle sous lequel on les regardait, c'était toujours des bâtards. Donc, valait mieux pas l'embêter. Et on retrouve aussi Herbert Dingle, qui avait déjà écrit cet article incendiaire dans Nature pendant les années 30, et qui vous dit à propos de la théorie de l'état stationnaire qu'elle a précisément la même nature que les orbites circulaires et les cieux immuables. Autrement dire, c'est de la science, c'est même pas de la science, c'est de l'astronomie pré-scientifique. Aucun énoncé sur l'univers, la nature ou l'expérience ne doit être affirmé sans preuve. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les partisans de la théorie de l'état stationnaire, ils ont une particularité, donc Bondi, Hoyle et Gold, c'est qu'ils connaissent bien la philosophie des sciences d'un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper. Et Karl Popper a justement travaillé sur ce problème de la démarcation. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Un système de la science empirique doit pouvoir être mis en échec par l'expérience. Autrement dit, une théorie est scientifique si elle est réfutable. »
si elle prend le risque d'échouer lorsque on la confronte à certains tests empiriques, quand on confronte ses prédictions à certains tests empiriques. Et vous allez voir, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, que les partisans de cette théorie vont utiliser, les partisans de la théorie de l'état stationnaire vont utiliser l'épistémologie de Popper vraiment comme une arme dans un débat. Voilà ce que dit par exemple Fred Hoyle dans un texte qui est le premier texte d'ailleurs où apparaît le terme de Big Bang qu'il utilise pour se moquer de la théorie de la nucléosynthèse primordiale. Il dit, voilà, je ne vois aucune raison de préférer l'idée d'un Big Bang. Il me semble qu'il s'agit en réalité d'une notion très peu satisfaisante en un sens philosophique, car elle place son hypothèse principale hors de vue, là où elle ne peut jamais être défiée, challenged, par aucun appel direct à l'observation. En fait, ce que vous dit Hoyle, là, c'est on ne peut pas réfuter la théorie du Big Bang. Donc c'est elle qui n'est pas scientifique, c'est pas notre théorie de l'état stationnaire. Et même chose Hermann Bondi, qui est même celui qui écrit la recension de l'ouvrage de Popper, La logique de la découverte scientifique, vous le dit de manière très claire, l'argument valide a toujours été que le modèle de l'état stationnaire était celui qui pouvait le plus facilement être réfuté par les observations. Donc vous avez cette chose très intéressante dans l'histoire des sciences, où des scientifiques utilisent une philosophie des sciences bien précise qu'ils connaissent bien, à la fois pour défendre leur théorie, mais aussi pour la développer et attaquer la théorie rivale. Cette controverse va prendre fin dans les années 60 parce que la théorie de l'état stationnaire ne tient pas face aux preuves qui s'accumulent, notamment la découverte des quasars que vous avez en haut à droite, ou bien la découverte de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique par Penzias et Wilson avec cette antenne très étonnante que vous avez en bas à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre la référence à Popper, à Karl Popper et aux critères de réfutabilité va rester ancrée dans la communauté des cosmologistes. Autant la théorie de l'état stationnaire a perdu le combat scientifique, mais elle a gagné le combat méthodologique ou philosophique, puisque on va parler de Popper, et aujourd'hui encore, on parle encore de Popper dans toute la communauté des cosmologistes. Alors, je vais aller un peu plus vite sur les deux dernières controverses que j'étudie. Très bien. Première controverse, celle qui a eu lieu dans les années 70, mais qui continue encore, des années 70 jusqu'à nos jours, qui est la controverse sur la théorie de l'inflation. On a proposé dans les années 70 une théorie qui suppose que l'univers a connu une augmentation de son facteur d'échelle, c'est-à-dire que ses dimensions se sont accrues très rapidement et très vite. Ce qui permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'on observe un univers qui est si plat, dont la courbure est si plate, et qui permet de résoudre d'autres problèmes. Et ce qui est drôle, c'est que cette théorie-là, donc, elle vient sauver la théorie du Big Bang, qui sinon aurait pu être réfutée. Et du coup, on a le commentaire de Karl Popper lui-même. Karl Popper lui-même dit de la cosmologie, selon ma théorie, ce n'est pas de la science. Pourquoi ? Parce qu'elle introduit une nouvelle hypothèse auxiliaire à chaque fois qu'une théorie est réfutée, et elle se soutient mutuellement avec la théorie des particules, mais les critiques, les expériences critiques, les tentatives de réfutation sont ignorées. Et donc si on n'essaye plus de réfuter la théorie du Big Bang, eh bien c'est qu'elle est irréfutable et donc elle n'est pas scientifique. Et là c'est intéressant parce que vous avez un débat qui se crée, cette fois-ci, entre philosophes et scientifiques. Et certains scientifiques vont dire oui, l'hypothèse de l'inflation c'est une hypothèse auxiliaire, et alors ? Tant qu'elle nous permet de faire des nouvelles prédictions, on a tout à fait le droit de l'utiliser. C'est ce que dit par exemple Andrew Liddell, qui, en plus d'être cosmologiste, est écossais, donc doublement intéressant. Par contraste avec l'inflation comme la théorie des conditions initiales, le modèle de l'inflation comme origine possible des structures dans l'univers est fortement prédictif. L'inflation comme origine des structures est donc une science de prédiction et d'observation, méritant un examen détaillé. Et enfin, je vais terminer avec la dernière controverse que j'étudie, et j'en ai vraiment pour 1 minute, qui est la controverse sur le multivers. Alors cette controverse, on en a parlé dans les journées qui ont précédé, elle est très intéressante, très confuse, très difficile à comprendre, mais je voudrais juste vous en parler pour une raison. C'est que, bon, alors oui, voilà, ce que je vous disais, l'hypothèse du multivers, elle est très compliquée parce qu'elle apparaît dans plein de domaines différents, en cosmologie, en mécanique quantique, en logique, mais en cosmologie, un multivers, c'est quoi ? C'est un ensemble de régions d'espace-temps, de l'espace-temps, qui sont déconnectées causalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les observer. Mais alors, si on ne peut pas les observer, comment est-ce qu'on peut les tester ? Comment est-ce qu'elles pourraient être réfutables ? Comment est-ce qu'on pourrait considérer que l'hypothèse du multivers est scientifique si on ne peut pas observer les autres univers ? Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, pour la première fois dans l'histoire de la cosmologie, mais peut-être même pour la première fois dans l'histoire des sciences, des scientifiques majeurs
qui remettent en question le critère de réfutabilité de Popper. Et notamment Léonard Susskind ou Aurélien Barraud. Voici ce qu'il dit: tout au long de ma longue expérience de scientifique, j'ai entendu l'expression irréfutable jetée à la face de tant d'idées importantes que je suis incliné à penser qu'aucune idée ne peut avoir de grand mérite sans s'attirer ce genre de critique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le critère de réfutabilité, on fait de la science sans démarcation entre science et métaphysique, ou est-ce qu'on reconstruit un critère de démarcation entre science et non-science? Eh bien, vous le saurez en lisant. Non, vous ne le saurez pas, mais vous aurez des éléments pour y réfléchir, en tout cas. Voilà, donc je vous remercie. Oui, voilà, mais en fonction très rapidement, la cosmologie, c'est une science dans laquelle les débats philosophiques ont accompagné les grandes controverses. Ces débats ne concernent bien évidemment pas toute la communauté des cosmologistes, mais ils sont vécus très intensément parce qu'ils ont une dimension philosophique, et la plupart sont toujours d'actualité, et sont, je pense, un cas assez rare où science et philosophie peuvent coopérer de manière très féconde. Et voilà, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah, il y a peut-être des questions. Merci beaucoup, Gauvin. Comme je vous disais, on a quelques minutes, on a 5 minutes, 5 bonnes minutes pour poser des questions. Vous pouvez le faire soit par écrit sur le chat de Zoom, soit en demandant la parole, en levant la main sur Zoom, si vous y arrivez. Steven voudrait prendre la parole, je vous en prie, Steven. C'est bon? Allez-y, Steven. Je peux parler? Ah oui, on vous entend. Ah, d'accord. Désolé, j'avais pas vu que j'avais le droit de parler. J'attendais une réponse de votre part. Merci beaucoup, Gauvin, pour ta conférence. Et j'avais 2 questions sur 2 points particuliers. La première question, c'est en quoi l'existence des quasars démontre que la théorie de l'état stationnaire ne tient pas? Et la deuxième question que je me posais, c'est... bon, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, mais si l'univers est un peu ce qui contient le tout, dans le cas on va dire, de cette hypothèse de multivers, est-ce qu'il y aurait un univers encore plus grand qui contient les autres multivers? D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est de très bonnes questions. Les quasars vont à la découverte des quasars par Martin Schmidt en 1963 vont directement à l'encontre d'une des prédictions de la théorie de l'état stationnaire. La théorie de l'état stationnaire vous dit globalement l'univers a la même tête, le même aspect à toutes les périodes de son histoire. Or, les quasars sont des objets que l'on observe uniquement à des distances lointaines. Et vous savez que plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde dans le passé. Donc, s'il y a des objets qui n'existent qu'à des distances lointaines, ça veut dire qu'il y a des objets qui n'existent que dans le passé de l'univers. Or, la théorie de l'état stationnaire vous disait non, c'est pas possible. Donc voilà, les quasars, c'est pour cela qu'ils ont été considérés comme une preuve directe à l'encontre de la théorie de l'état stationnaire, et notamment c'est ce qui a fait que Denis Sciama, un des principaux scientifiques qui adhérait à cette théorie à l'époque, a abandonné cette théorie. Et la deuxième question, oui, on voit bien que, vous avez tout à fait raison, on voit bien que quand on commence à parler de multivers, la notion d'univers n'a plus le même sens. Ce n'est plus ce qui englobe le tout, puisqu'il y en a plusieurs des univers. Il y a plusieurs manières de sauver de redéfinir la notion d'univers. Par exemple, que certains spécialistes comme Vilenkin vont parler d'univers bulle, donc de zones quand même isolées du reste, qui forment un tout local. Et d'autres vont considérer qu'en fait l'univers maintenant, c'est tout simplement ce multivers, cet ensemble qui contient d'autres ensembles. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. C'est bon, merci. Merci beaucoup.